La route 101 longeait la baie de San Francisco sur une vingtaine de kilomètres, puis s'enfonçait dans les terres pendant près de 2 heures avant de retrouver l'océan à l'approche de Monterey. En continuant un peu plus au sud, la végétation se densifiait et les pins, prédominants dans le paysage, diffusaient un parfum de vacances. Le soleil était encore haut lorsque la vieille Chevrolet de Jonathan s'engageait dans l'allée bordée de cyprès et de bougainvilliers. La maison de sa tante apparut après le virage, une jolie maison blanche, pleine de charme, sans être prétentieuse, posée dans un écrin de verdure. Il coupa le moteur et ouvrit la portière. Le doux parfum des fleurs le ramena en un instant 30 ans en arrière. Il avait 6 ans, sa famille venait de rentrer de France, et l'on avait pour la première fois rendu visite à tante Margie. À sa descente de voiture, il avait été envoûté par les senteurs mêlées de roses, les de clématie et de chèvrefeuille, qui auréolaient le lieu d'un parfum de paradis, comme si une fée avait semé une poignée de poudre merveilleuse sur la maison et son jardin. 3 décennies plus tard, les mêmes fleurs distillaient le même sentiment. Il s'avança vers la maison, le gravier de l'allée crissa sous ses pas. En contrebas, une centaine de mètres plus loin, à peine caché derrière les hautes branches des pins centenaires tordus par les vents de nombreux hivers, l'océan d'un bleu profond semblait endormi. Tati Margie apparut sur le perron, avec le même sourire qu'elle avait arboré 30 ans plus tôt en le découvrant pour la première fois. Les mêmes yeux pétillants de joie, de vivacité, et même d'une certaine espièglerie rare chez une personne de cet âge. Elle avait eu une drôle de vie. On lui connaissait 3 maris et au moins autant de métiers. Archéologue. Elle s'était vite spécialisée dans l'étude des crânes des premiers habitants de la planète. Préférant les hommes aux pierres, elle avait exercé ainsi plus de 20 ans. Puis un jour, elle décréta les vivants plus intéressants que les morts et reprit des études. Cette, cette fois en biologie. Après quelques années de travail en laboratoire, elle créa sa propre fondation dont Jonathan n'avait jamais bien saisi l'objet. Il était question de recherche pour explorer des territoires habituellement délaissés par les sciences. Elle était maintenant à la retraite depuis une dizaine d'années, mais restait présidente d'honneur de la fondation. Il la soupçonnait de ne jamais avoir vraiment tourné la page, restant en contact avec les chercheurs. Ta chambre est prête, dit Margie. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ils se serrèrent dans les bras. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, dit-elle. J'en ai conclu que tu n'avais pas de soucis. Margie. Elle partit, elle partit d'un petit rire. Elle n'avait pas tort, et au fond de lui, il culpabilisa un peu. Il lui rendait en effet rarement visite quand il n'avait pas besoin d'elle, malgré l'amour sincère qu'il lui portait. Nos vies à 100 à l'heure nous amènent parfois à négliger ceux qu'on aime. Au fait, dit-il, j'ai bien reçu ta lettre, le mois dernier. Je voulais te répondre, mais j'ai pas eu le temps. Je suis content de te voir. Tu as bien raison de prendre des vacances. À garder toujours la tête dans le guidon, on devient stupide. Il prit possession de la chambre qu'elle lui dédiait, une jolie chambre au premier étage de la maison, avec des murs blancs, des meubles au charme désuet peints dans des tons pastels, une atmosphère vaguement confinée. Un peu partout, des tableaux, des gravures et de vieilles photos d'Inde, d'Égypte ou du Moyen-Orient. Tous, euh, tous les lieux où elle avait autrefois effectué ses missions d'archéologie. Sur la table de chevet traînait un livre de Karl Jasper. Jonathan s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. Léger grincement du bois sur ses gonds, l'air parfumé du jardin pénétra dans la pièce et l'enveloppa. La vue de l'océan était saisissante. Au-delà du jardin luxuriant, le bleu s'étendait à l'infini. Jonathan se pencha au dehors et inspira à plein poumon une bouffée d'azur. Le bruit et la pollution de la ville lui semblaient loin, très loin, tout comme le stress de son travail. Le lendemain, il eut la désagréable surprise de constater une nouvelle panne de sa voiture. Il en ressentit immédiatement une forte contrariété, à la limite de la colère. Ses ennuis allaient-ils vraiment le poursuivre jusqu'ici? Allait-il devoir continuer de se débattre
contre tout jusqu'à la fin de ses jours? Était-ce vraiment son destin? Est-ce que tu y penseras encore dans 20 ans? Lui demanda Margie, assez narquoise devant son désarroi. À quoi? À cette panne? Ben non, bien sûr, pourquoi? Alors oublie tout de suite, dit-elle avec malice. Il la regarda interloqué. Elle semblait toute menue à côté de la jolie stèle dressée dans ce coin du jardin. C'était en fait la réplique de celle qu'elle avait découverte en Arabie au début de sa carrière. Magnifiquement sculptée, elle était gravée d'inscriptions en arménien. Ne me dis pas, dit-elle, qu'un tas de ferraille a le pouvoir de te dicter ton humeur. C'est surtout que je vais devoir rappeler le garagiste, lui dire que sa réparation n'a pas tenu. Je vais devoir râler, négocier, peut-être menacer. J'en ai marre de lutter pour tout. Margie se mit à rire. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Aussi, mon pauvre ami. Quoi? Tu me rappelles trop mon premier mari. Lui aussi voyait la vie comme un combat permanent, une résistance de chaque instant. Mon éternelle bonne humeur le rendait fou. Il me voyait chanceuse, épargnée par le sort, alors que lui devait se battre au quotidien contre les tuiles qui lui tombaient dessus. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il réalisa que la plupart de ses ennuis étaient la conséquence de sa vision du monde, pas la cause. Elle s'éloigna et entra dans la maison, laissant Jonathan perplexe face à ses propos, qui lui semblaient peu rationnels. En attendant, cria-t-elle depuis la cuisine, prends ma vieille guimbarde, ça lui fera du bien de rouler un peu. Plus. Je ne la sors qu'une fois par semaine pour les courses. Elle doit s'ennuyer à mourir. Ton assurance le permet? Des stress. La porte du garage s'ouvrit en grinçant affreusement, laissant s'échapper une légère odeur de moisi. Le vieux cabriolet Triumph devait dater des années 1970. Rouge sombre, avec une capote noire un peu délavée. Il tout sauta, puis démarra sans trop de difficulté. Dans un vrombissement un peu sourd, Jonathan ouvrit la capote et mit ses lunettes de soleil. Quelques instants plus tard, il parcourait les petites routes désertes de Big Sur, au milieu des montagnes verdoyantes dont le relief découpé s'abîmait s'abîmait dans la mer. L'air de la côte sentait bon et le soleil semblait éternel. Il avait réussi à s'extraire de son quotidien stressant et avait soudain envie de jouir de chaque seconde de son temps. S'il était vraiment écrit qu'il mourrait jeune, alors il devait profiter pleinement de chaque instant et non subir le quotidien en se lamentant sur son sort. Et si jamais la vie consistait seulement à profiter des plaisirs qu'elle peut offrir, il avait assurément choisi le bon lieu pour goûter des saveurs de ce monde. Il se donna un seul mot d'ordre: savourer chaque seconde sans jamais penser à la mort. Au bout d'une semaine, il connaissait la plupart des petites tables sympas de la côte. Il avait plongé dans l'eau fraîche des criques oubliées, somnolé sur le sable en contemplant les étoiles, dégusté avec Margie les pâtisseries dont elle gardait jalousement le secret, marché au bord de l'eau en écoutant le cri des mouettes, dansé sur une terrasse d'un night-club à ciel ouvert, goûté à la volupté d'un flirt sans lendemain, et assistait chaque soir au coucher du soleil, un verre de chardonnay à la main. Il restait quand même connecté, bien sûr. Email et lecture des news sur les sites de presse en ligne, faisaient trop partie de son mode de vie pour qu'il puisse envisager de s'en passer. Il se permettait de répondre à quelques questions de clients et renvoyer les autres vers l'assistante. Et il se tenait informé de tous les faits de l'actualité au jour le jour. Le repos lui faisait du bien, parenthèse ouverte sur la douceur d'une existence sans souci, et il se laissa glisser, sans retenue, dans le farniente. Et pourtant, après quelque temps de cette vie légère, il commença à en ressentir au fond de lui, insidieusement, la vacuité. Son oisiveté était certes agréable, mais en fin de compte, pas vraiment satisfaisante, pas épanouissante. Les plaisirs succédaient aux plaisirs, mais leur intensité se dégradait progressivement, le poussant à la quête de nouvelles réjouissances. Il commençait à comprendre pourquoi la vie douce de certains enfants riches débouchait si facilement sur la consommation de drogues dures. Il avait un autre problème, le temps.
Le temps s'accélérait de jour en jour. Ses journées pourtant peu actives lui semblaient défiler en un clin d'œil, et il commençait à sentir que ce séjour allait passer rapidement, ainsi que le reste de sa vie. Il voulait trouver le moyen de retenir le temps. Quand il était gamin, un simple après-midi lui semblait long, très long, mais adulte, la vie filait à toute allure. Chaque année semblait plus courte que la précédente. D'ailleurs, un ami physicien le lui avait dit. En termes de perception, on atteint la moitié de sa vie à l'âge de 16 ans.